On va ouvrir ce journal avec le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Le communiqué est lu par Omar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres ce mercredi 20 avril 2016 à 10 h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la modernisation générale de l'administration, le chef de l'État se réjouit de l'organisation du premier Forum national de l'administration et adresse ses félicitations au Premier ministre, au gouvernement, aux ministres chargés du renouveau du service public, au comité de pilotage et à tous les participants qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement historique. Il rend également un vibrant hommage à tous les pionniers du service public et à l'ensemble des agents de l'État qui ont contribué à l'édification d'une administration de qualité. Cette rencontre inédite a été un moment fort d'échange en vue de promouvoir un service public de qualité, une administration moderne et un État performant dans la prise en charge efficace des attentes des citoyens. Dès lors, le président de la République demande au Premier ministre de veiller à la finalisation du plan d'action prioritaire 2016-2017 issu du Forum à l'adoption dans les meilleurs délais du schéma directeur de modernisation de l'administration publique et de la charte de la déconcentration. En outre, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif de mener un audit général des structures et procédures dans tous les départements ministériels en vue de l'adoption par chaque entité d'une charte qualité. À cet effet, il importe, sous la coordination du Premier ministre, de mettre en place un comité interministériel d'allègement et de simplification des formalités et procédures administratives. Dans la même perspective, le président de la République demande au gouvernement d'intensifier les processus d'élaboration d'un nouveau droit de la fonction publique, d'un plan d'harmonisation des rémunérations, d'un code de déontologie générale des agents publics et de veiller à l'actualisation du cadre juridique régissant l'organisation et le fonctionnement des cabinets ministériels, des secrétariats généraux ainsi que des directions d'administration centrale. Concluant sur ce point, le chef de l'État demande au Premier ministre d'accorder une attention particulière à la gestion des pensions et retraites et l'exécution du plan stratégique de l'École nationale d'administration et d'engager dans les meilleurs délais la réflexion sur le projet de création d'une École nationale de la magistrature en vue de la valorisation des compétences, l'amélioration de la productivité des agents de l'État et des collectivités territoriales par le développement de la formation initiale et permanente. Abordant la décentralisation et le développement territorial, le chef de l'État exhorte le gouvernement à intensifier l'exécution des projets prioritaires validés lors des conseils des ministres délocalisés et à consolider les résultats notables du programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, avec la mise en œuvre rapide du nouveau programme de modernisation des villes, Promoville. Dans ce cadre, le président de la République invite le Premier ministre à veiller à la cohérence d'ensemble des programmes en cours, à leur contribution à la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et à tenir dans les meilleurs délais le Conseil interministériel d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Il convient à cet effet de renforcer le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales afin d'asseoir la territorialisation des politiques publiques et de procéder à l'actualisation de la loi 7202 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale et du Code général des collectivités territoriales ainsi qu'à la finalisation du projet de loi relatif au Haut Conseil des collectivités territoriales. Sur un autre plan, abordant les réformes constitutionnelles à mettre en œuvre, suite au référendum du 20 mars 2016, le chef de l'État invite le gouvernement à organiser dans les meilleurs délais le dialogue et les concertations nécessaires avec tous les secteurs concernés. S'agissant du prochain débat d'orientation budgétaire et au regard de la nouvelle prérogative de l'Assemblée nationale en matière d'évaluation des politiques publiques, le président de la République demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour assurer le vote dans les délais requis du projet de loi de règlement. Il invite également le Premier ministre à veiller à la finalisation pour la période 2016-2018 du document de programme budgétaire et économique pluriannuel, DP-BEP, et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses, DPP-D, qui devront lui être soumis pour approbation avant leur transmission à l'Assemblée nationale. Poursuivant sa communication autour de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le lundi 25 avril 2016, sous le thème « En finir pour de bon avec le paludisme »,
le chef de l'État engage le gouvernement à poursuivre les efforts importants entrepris en matière de prévention et de traitement qui ont permis une réduction de 60% du taux de morbidité et de mortalité dû au paludisme. À ce titre, le président de la République exhorte le gouvernement à veiller particulièrement à la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2016-2020 et invite les populations à participer activement à la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats en informant le Conseil du voyage qu'il effectuera du 20 au 23 avril 2016 aux États-Unis à New York, à l'occasion de la signature officielle de l'accord de Paris sur le climat. Le Premier ministre, dans sa communication du jour, a rendu compte de la coordination de l'activité gouvernementale, de sa visite de travail en République islamique de Mauritanie et de la visite de travail au Sénégal d'une délégation conduite par le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait part au Conseil de la préparation de la campagne risicole de contre-saison et du suivi de la campagne de commercialisation arachidière. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a rendu compte d'une part du lancement officiel du programme régional Chaîne de valeur lait et énergie solaire, financé par l'Union européenne, la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie, pour lequel ENDA est l'agence d'exécution, et d'autre part de l'état d'avancement des travaux de construction du mur de clôture du ranch de Doli, du forage et du désenclavement initié dans le cadre du PUDC. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi abrogeant et remplaçant l'article L85 bis de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Bassirou Hussein, conseiller des affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, ambassadeur de la République du Sénégal en République française, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse Sérénissime Albert II, prince souverain de Monaco, avec résidence à Paris. M. Cheikh Diallo, chancelier des affaires étrangères principales de classe exceptionnelle, précédemment chef du bureau économique près l'ambassade de la République du Sénégal au Qatar, est nommé chef du bureau économique près l'ambassade de la République du Sénégal en République de Turquie. Dr Abdulaziz Kébé, enseignant spécialiste en droit et civilisation islamique, est nommé délégué général au pèlerinage. Je reprends. Dr Abdulaziz Kébé, enseignant spécialiste en droit et civilisation islamique, est nommé délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. Dr Khadim Silla, islamologue, est nommé délégué général adjoint au pèlerinage au lieu saint de l'islam. M. Ibrahim Assar, juriste commissaire à la commission de régulation du secteur de l'électricité, est nommé président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. M. Moustapha Touré, expert financier, précédemment secrétaire général de la commission de régulation du secteur de l'électricité, est nommé commissaire membre de la commission de régulation du secteur de l'électricité en remplacement de M. Mamadou Ndoye Diagne, dont le mandat est arrivé à terme. M. Momar Thioune, économiste, planificateur, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'énergie et du développement des énergies renouvelables en remplacement de Mme Nian Néné Sidibé, appelée à d'autres fonctions. M. Dame Fall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale principale, précédemment en service à la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, est nommé inspecteur technique au ministère du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions post-vacants. M. Maïssa Diao, inspecteur de l'éducation populaire, et M. Maïssa Diao, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports principal, précédemment directeur du projet promotion des jeunes PPJ, est nommé directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives en remplacement de M. Oumar Daoud Sognan, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement.
Après avoir présidé le Conseil des ministres, le président de la République a quitté Dakar ce matin, donc ce mercredi après-midi, pour New York, aux États-Unis. Le chef de l'État va prendre part à la signature de l'accord sur le climat de la COP21 de Paris. Le président Macky Sall fait également partie des chefs d'État conviés par les Nations Unies à un haut panel sur le thème eau, paix et sécurité. À son départ de Dakar, le président de la République a été salué par le Premier ministre, des membres du gouvernement et d'autres autorités civiles et militaires. Une importante délégation d'une quinzaine d'investisseurs privés chinois séjourne au Sénégal depuis environ une semaine. Ces hommes d'affaires qui s'intéressent particulièrement à la production arachidière et au sésame se sont rendus dans le bassin arachidier et ont visité les principales chaînes de valeur. Avant la fin de leur séjour, une séance de travail a été organisée avec l'ACEPEX, l'agence de promotion des exportations, sous la présidence du ministre en charge du commerce, Alassane Diédhiou. Avec un volume des échanges commerciaux de plus de 380 milliards de francs, la coopération économique entre le Sénégal et la Chine connaît un véritable bond en avant, quand bien même la balance commerciale pencherait largement en faveur de nos partenaires chinois. C'est pour corriger, à défaut de pouvoir inverser la tendance, que les autorités sénégalaises en charge du commerce, par le biais de l'agence chargée de la promotion des exportations, la CEPEX, ont présenté à la délégation d'investisseurs chinois les opportunités qu'offre le Sénégal en matière de production agricole, horticole, minière et halieutique. Cette visite, qui intervient 3 mois après celle du vice-ministre chinois du commerce à Dakar, revêt un sens particulier pour les autorités sénégalaises. Les relations commerciales entre le Sénégal et la Chine sont connues. L'arachide, c'est une progression de multiplication des exportations par 30, le sésame par 5 vers la Chine. Donc je crois que c'est devenu aujourd'hui une réalité et naturellement il faut que les deux acteurs, les deux pays saisissent cette opportunité pour que ce soit une relation gagnant-gagnant. Pour être précis, il faut souligner que les hommes d'affaires chinois, surtout intéressés par la production arachidière et la production de sésame, ont eu l'opportunité de prendre connaissance de l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière arachidière au thème d'une visite dans le bassin arachidier en compagnie du président de l'association des présidents des chambres de commerce du Sénégal. À l'heure du bilan, c'est un sentiment de satisfaction qui s'en dégage. On visite le Sénégal pour moi et la plupart des membres de délégation, c'est la première fois qu'on visite le Sénégal. Sénégal, en tant que fournisseur important d'arachide pour la Chine, pour nous c'est très important et cette visite est très fructueuse. Ça nous permet de connaître le Sénégal, le plan Sénégal émergent et aussi ça nous permet de faire connaissance avec le transformateur, le culteur de arachide et nous avons beaucoup de confiance en notre commerce arachide. Pour rappel, cette délégation, forte d'une quinzaine d'investisseurs chinois, est arrivée au Sénégal le 15 avril dernier. Les hommes d'affaires chinois ont visité notamment au cours de leur séjour les laboratoires de la DPV, l'agence chargée de la promotion d'investissement au Sénégal, l'APIX, avant d'être reçus en audience par le ministre en charge de l'agriculture. Parlons du bilan de la campagne de commercialisation 2015-2016. La collecte dépasse plus d'1 200 000 tonnes d'arachide. Tous les objectifs ont été atteints. Un bilan satisfaisant de l'avis de la Commission nationale de suivi de la campagne. L'instance s'est réunie hier en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck. C'est un compte-rendu de Penamo. La campagne de commercialisation de l'arachide de 2015-2016 a connu son épilogue. Elle a été un grand succès. Tous les objectifs ont été atteints et la commission de suivi de la dite campagne a tiré un bilan satisfaisant au grand bonheur des producteurs et opérateurs. Les objectifs ont été atteints. Il n'y a pas eu cette année de bradage. Il n'y a pas également de stock non vendu et que les industries seulement ont eu des difficultés. Et je crois que cela est dû à leur manque d'argent. Compte tenu également du bon démarrage, par exemple à temps, le 16 décembre, au mois de janvier, nous avons commencé et les opérateurs effectivement ont fourni des efforts leur permettant de disposer d'argent pour pouvoir concurrencer ce qui est acheté pour les Chinois. Les exportateurs que nous félicitons au passage, ils ont déjà dépassé les 250 000 tonnes et ils ont déjà un stock de 30 000 tonnes que le ministre a effectivement autorisé à vendre avant que l'on commence la campagne agricole. Et je crois que c'est important. Donc la campagne effectivement a été vraiment satisfaisante. Ainsi, les 1 200 000 tonnes annoncées par le gouvernement au début de la campagne ont été confirmées par les acteurs. À savoir que quand on a fait le cumul des achats, nous avons atteint les 500 000 tonnes. Ce qui veut dire que donc si vous prenez
les achats qui sont prévus pour les semences par des opérateurs, les achats également prévus pour la commercialisation au niveau des différents petits marchés, plus les réserves semencières, les 1 200 000 qui ont été avancés effectivement ont été réalisés. Avec des arguments très pertinents, nous avons prouvé avec le cumul des achats, les réserves semencières, les consommations, qu'en fait le ministre avait raison, et on peut même dire qu'il avait relativisé avec 1 200 000 tonnes. Cette année, il faut vraiment reconnaître que nous avons obtenu une production record pour l'arachide. Même si au début de la campagne, certains auteurs n'y croyaient pas. Rien que pour l'exportation, il faut compter 265 000 tonnes, ce que les huiliers n'ont pas obtenu. Il y a aussi des 275 000 tonnes de semences qui ont été sécurisées. Donc le bilan de la campagne est largement positif. C'est une campagne parmi les plus bonnes. kon bilan bi moy campagne bi wax deug yalla ci at yi ñu genn bokk na ci campagne yi gëna baax. D'importantes mesures ont été annoncées par la tutelle, à savoir le paiement avant la prochaine campagne agricole de reliquats dus aux opérateurs d'un montant de plus de 10 milliards. Déjà 44 milliards ont été soldés par le gouvernement. Maintenant, les regards sont tournés vers la prochaine campagne agricole 2016-2017. D'ailleurs, à partir du 15 mai prochain, il sera procédé à la mise en place des semences. Vers le 25 mai, les sessions vont démarrer. Crise scolaire, le ministre de l'Éducation nationale demande aux syndicats d'enseignants de reprendre les cours pour rassurer les élèves et leurs parents. Serigne Mbaye Thiam a fait cet appel aux enseignants, c'était hier dans le département de Dagana où il présidait le lancement d'un projet d'alimentation scolaire. Ses propos sont recueillis par Pape Kolingom. Le président de la République, dans son message à la nation du 3 avril, a décidé de porter le nombre d'enseignants à intégrer de 5 000 à 10 000, compte tenu des résultats positifs enregistrés au niveau de la croissance économique et qui sont susceptibles de se répercuter sur les recettes et la trésorerie de l'État. Il a aussi décidé de porter le montant des rappels prévus pour les enseignants, qui était de 10 milliards dans la loi de finances initiale, à 24 milliards 200 millions, avec une programmation indiquée aux responsables syndicaux par le ministre du Budget. Si nous considérons donc les 6 milliards 6 d'incidences financières de la validation sur la retraite des enseignants, les 24 milliards 2 qui seront payés au titre de rappel et les 8 milliards 8 qui sont payés au titre des rappels de validation programmés en 2017 et 2018. C'est au total près de 40 milliards de francs CFA que le président Macky Sall a décidé d'octroyer aux enseignants. Il n'est pas normal qu'un enseignant connaisse des difficultés dans son avancement. Il n'est pas normal qu'un enseignant connaisse des arriérés. Je voudrais lancer un appel à la reprise des cours partout sur le territoire national pour permettre à nos enfants de terminer l'année scolaire et pour rassurer les parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, qui appelle les enseignants à retourner dans les salles de classe. L'école est fréquemment perturbée dans son fonctionnement par des interruptions de la relation pédagogique. Cette irrégularité affecte sérieusement les rythmes scolaires, principalement dans le public. Or, c'est lui qui accueille le plus d'élèves qui ne savent plus où donner de la tête. Dans le ciel gris de l'éducation, une lueur d'espoir. L'État consent à libérer 24 milliards de francs CFA pour solder une bonne partie de ses comptes. Un gros sacrifice susceptible d'apaiser les tensions. Tout le monde en classe, c'est une chronique signée Omar Diaw. L'écriture est encore malhabile et le tableau est évidemment trop haut pour cette petite, trop jeune pour comprendre que les arrêts intempestifs des cours ne sont pas des vacances. L'école, et c'est le moins qu'on puisse dire, va mal. Si l'école n'est pas en faillite, elle est en train de faillir à sa mission fondamentale, base de l'éveil, du réveil, du progrès et de la libération des énergies nécessaires à la construction nationale et citoyenne.
Le processus pédagogique si exigeant de quiétude et de régularité est de façon répétitive interrompu. L'intermittence ainsi créée a forcément un retentissement sur la relation cognitive. En effet, les discontinuités, les perturbations du calendrier scolaire démotivent profondément et génèrent chez la plupart des élèves l'oubli progressif qui caractérise le désapprentissage. Ces ruptures modifient l'état psychologique des apprenants et engendrent des frustrations, des angoisses et des doutes sur la nécessité, l'utilité de s'instruire et au-delà d'être éduqué. L'école dont on parle est celle publique, celle de la République qui entretient le rêve de pouvoir échapper un jour à une condition peu avantageuse. Cette école des enfants du peuple et du fils du pauvre pour emprunter à Ferraou. Dans ce qui arrive, il ne sert à rien de se rejeter les torts. Tout le monde perd dans cet antagonisme qui fait peser une hypothèque sur l'avenir. Les surenchères surréalistes, les promesses improbables sont à bannir car elles font le lit de tensions continues. Savoir négocier, c'est aussi pouvoir aller vers des compromis, c'est savoir planifier et donc différer certaines revendications, c'est aussi concrétiser les minima d'accord. L'État a pris des engagements financiers fermes et lourds, il faudra un minimum de temps pour en arriver au temps des rappels, juste avant les vraies vacances. En attendant, on classe tout le monde pour entretenir la flamme vacillante d'une école sur la corde raide. Tout le monde en classe, la chronique signée Omar Diaw. L'université de Thiès a abrité un forum sur l'emploi, une rencontre qui a permis aux étudiants de découvrir des entreprises et leurs méthodes de travail. Le forum a également offert aux apprenants la possibilité de revisiter les techniques de préparation à l'entretien d'embauche. C'est un sujet de Sidna Lunfal. Plusieurs entreprises étaient représentées à cet événement. Le forum de l'emploi, une rencontre entre étudiants et entrepreneurs au sein de l'université de Thiès. Aujourd'hui, c'est tout heureux que l'université de Thiès ait eu l'initiative d'organiser un forum sur la thématique réforme, employabilité et émergence et pouvoir permettre à l'université, à ses différents enseignants, personnels, étudiants, comme à leurs partenaires, d'apporter une contribution significative à la politique de l'État qui, à terme, devrait permettre de doter notre pays de ressources humaines suffisamment qualifiées pour pouvoir permettre d'entrer dans le concert des nations émergentes. Beaucoup de stands, une clinique de préparation à la recherche d'emploi a été installée afin d'outiller les étudiants sur les techniques de rédaction de CV, de lettres de motivation et sur la préparation à l'entrevue d'embauche. Il ne s'agit pas, disons, de donner des emplois clés en main, mais il s'agit de créer les conditions favorables pour permettre, bien entendu, à nos étudiants de se mouvoir dans le monde socio-économique afin de trouver leur chemin pour un avenir plus radieux. Les meilleurs projets en entrepreneuriat ont été primés. Une ferme Natangué de 12 millions offerte par l'ANIDA, 500 000 francs CFA et une tablette offerte par le recteur. Des conventions de partenariat entre l'université de Thiès et certaines institutions ont été signées. C'était donc ce forum organisé à Thiès. Parlons des élections aux commissions administratives et partenaires et paritaires qui ont été tenues aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Elles permettent aux représentants de la fonction publique de choisir leurs représentants dans les commissions d'avancement et les conseils de discipline d'Amsila. 264 bureaux de vote sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux agents de la fonction publique de choisir leurs représentants dans les commissions d'avancement et les conseils de discipline. L'élection se tient pour la 5e fois dans l'histoire du Sénégal. Au total, 179 listes ont déposé leur candidature sur 48 282 électeurs inscrits. Toutes les parties prenantes ont été impliquées dans l'organisation de ces élections et particulièrement les organisations syndicales et amicales de fonctionnaires. Donc au bout de ce processus, aujourd'hui, c'est avec satisfaction que nous organisons ces élections aux commissions administratives paritaires et conseils de discipline qui vont ramener l'orthodoxie dans la gestion participative des avancements et de toutes les questions liées au contentieux disciplinaire. Pour constater le déroulement du vote, une délégation du ministère de la fonction publique s'est rendue dans quelques bureaux de vote de Dakar, le lycée Blaise Diagne, le lycée mixte Maurice Delafosse et l'immeuble Khalifa Sall qui abrite certains ministères ont été visités. Ça se passe bien, c'est assez calme, mais quand même les électeurs commencent à venir.
et tout se passe bien, vraiment dans l'ensemble. Il n'y a pas le rush, mais quand même, l'équipe est au complet. Il y a donc, je suis le président, il y a l'assesseur qui est là, et puis il y a aussi une représentante d'une liste. Partout où la délégation est passée, on note un déroulement normal du vote. Le matériel nécessaire est en place. Par ailleurs, quelques difficultés ont été soulignées. Partout où nous sommes passés, nous avons vu l'élection se passe normalement. Il y a néanmoins quelques petites difficultés qui ont été relevées et qui sont liées à la non-présence sur les listes électorales de certains électeurs. Les élections aux commissions administratives et paritaires doivent normalement se tenir chaque 3 ans, une règle qui n'est pas souvent appliquée, puisque la dernière élection remonte en 2004. Un des grands projets du chef de l'État se concrétise dans la zone sylvo-pastorale. Les chantiers du mur de clôture du ranch de Doli avancent. Le coût du projet dépasse 6 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Élevage a constaté l'avancement des travaux. Thierno Amadoussi. Le 26 novembre 2013, le président Macky Sall fait face aux éleveurs du Sénégal. À partir de 2014, le ministère de l'Élevage prévoit et va réaliser la clôture de 120 km qui constitue le périmètre du ranch de Doli. Une promesse, une réalisation. Le ministre de l'Élevage est venu faire le constat. Le plus grand problème de Doli, c'était la sécurisation des sols, des terres. Parce que comme vous le savez, c'est le lieu de refuge, de repli du cheptel lorsque nous sommes en période de soudure, surtout pour les soudures difficiles. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État avait tenu à sécuriser donc le foncier en érigeant un mur de 120 ou 124 km. Et aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin des travaux. Un mur de clôture, 120 km de longueur. Pour l'heure, la moitié du grand chantier est achevée. Actuellement, nous sommes à presque 50% de travaux. On a fait 60 km de murs finis avec des fondations qui vont un peu plus vite, qui sont à peu près à 62%, à 52%, 62 km. Et puis des fouilles qui sont un peu plus loin à 10 km parce qu'à chaque fois on prépare le terrain pour pouvoir faire les travaux. Étant donné qu'il y avait des délais de réalisation, et nous, notre concept nous permet de réaliser en des temps records, des murs et durables. Les travaux se poursuivent à grands pas. Au mois d'août, Doli sera entièrement clôturé, mais les ambitions de l'État du Sénégal pour ce ranch vont au-delà de ce mur. En plus donc de ce mur qui est vraiment en train de prendre des allures de très grands chantiers, je peux même affirmer que ça fait partie des chantiers les plus importants du chef de l'État. Et sur lesquels également il compte énormément en ce qui concerne la qualité surtout des travaux. Le chef de l'État également avait demandé au PUDC de corriger les problèmes d'eau qu'on a au niveau du ranch. Et c'est pourquoi il est en train d'être érigé un forage qui va avoir un débit de 200 m3/h avec un château d'eau qui fait 1000 m3. Donc rien qu'avec ça, plus 107 km ou 105 km d'adduction d'eau qui vont ravitailler près de 15 villages. Il y aura également un nombre important d'abreuvoirs pour le cheptel au niveau des différents villages qui existent au niveau du ranch. Et je pense que tout cela va permettre une renaissance de l'élevage dans le Ferlo. Implication des acteurs, dialogue avec tous les partenaires. Pour le ministère de l'Élevage, c'est ce qu'il faut pour mener à bien ce patrimoine de 87 500 hectares exclusivement dédié aux éleveurs. Le président, il accorde une grande importance au ranch. C'est pourquoi, avec le gouverneur, avec le préfet et avec les autres structures qui existent dans la zone, nous allons nous rencontrer pour pouvoir proposer au chef de l'État un système de gestion qui pourra donner satisfaction à tout le monde. Désenclavement, sécurisation, accès à l'eau, le ranch de Doli change de visage. L'engagement de l'État du Sénégal est clair. Aider les éleveurs passe par la valorisation de cet espace.
L'indice du coût de la construction vient de connaître une baisse. C'est le résultat publié par l'ANSD après une étude de 4 mois. L'ICC est calculé à partir des prix des matériaux qui entrent dans la construction de logements, un indicateur qui suit le rythme de progression ou de baisse de la construction au Sénégal. Cheikh Bamba Gueye. Dans le processus de la construction au Sénégal, après l'acquisition d'un toit, entre en jeu le coût de la construction. Là aussi, c'est un vrai casse-tête pour les pères de famille, car le prix dépend des matériaux de construction, souvent élevés, même s'il y a variation. Mais une bonne nouvelle, l'indice du coût de la construction, l'ICC, a baissé. L'ANSD vient de publier les résultats de l'enquête du premier trimestre. L'indicateur pour le trimestre passé a montré un repli des prix de la construction au plan général. Et c'est tiré par le repli des prix des matériaux de construction, tiré par le fer et le ciment. Nous avons également un repli des moyens de gestion et également un léger relèvement des coûts de la main-d'œuvre au niveau de l'économie nationale. L'indice du coût de la construction permet de combler l'absence d'indicateurs de suivi des prix dans le secteur des BTP, donc un instrument de mesure important. C'est un indice qui a été mis en place pour suivre l'évolution des prix dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, essentiellement en ce qui concerne la construction de logements à usage d'habitation. Ainsi donc, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie va publier chaque trimestre des résultats qui suivent l'indice du coût de la construction au Sénégal. Parlons de cette visite des ambassadeurs de Grande-Bretagne et de la Turquie dans les locaux de la radio-télévision sénégalaise, des déplacements qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et ces deux pays. Fantabachi. Deux diplomates se sont succédés sur le plateau du journal télévisé en un après-midi. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal a été le premier à visiter les locaux de la RTS. Ayant pris fonction depuis peu, son Excellence George Hodgson est venu se familiariser avec le service public de l'audiovisuel de son pays hôte. Impressionné par les installations audiovisuelles de dernière génération de la RTS, l'ambassadeur n'exclut pas l'éventualité d'un partenariat entre la RTS et la BBC. Il y a clairement des similarités jusqu'à un certain point entre la BBC et l'RTS, donc il y a peut-être la possibilité des échanges là-bas aussi, mais aussi peut-être des choses qui tournent autour de l'anglais et la promotion de l'anglais, une responsabilité de notre British Council ici au Sénégal. Pour Nilgün Erdem Ari, ambassadeur de la Turquie au Sénégal, sa visite vient prolonger la coopération entre la RTS et la TRT. En 2012, la radio-télévision sénégalaise et la radio-télévision turque avaient signé un accord de coopération audiovisuelle. Nous souhaitons développer davantage ce protocole et déjà au niveau du management, des productions turques et sénégalaises et de faire des coproductions entre les deux pays, entre les deux institutions de la radio-télévision. L'accord entre la RTS et la TRT permet justement aux deux structures d'élargir leur champ de coopération audiovisuelle. Cette coopération s'est récemment traduite par la formation d'agents de la RTS en Turquie. L'ambassadeur de la Turquie au Sénégal annonce par ailleurs la visite prochaine d'agents de la télévision turque au Sénégal pour renforcer davantage ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant. La 21e session du comité des pêches de l'Atlantique centre-est, les acteurs veulent œuvrer pour l'approbation des recommandations du COPAS dans un contexte où la raréfaction des ressources est un constat. Le COPAS milite pour une gestion en synergie des pêches. Philomène Constance Gagne. Pour plus d'efficacité dans la gestion des ressources marines, cette 21e session du comité des pêches de l'Atlantique centre-est, elle permettra aux 34 pays membres de mettre en synergie les bonnes pratiques en matière de sauvegarde des ressources marines. Le COPAS, en tant qu'organe créé sous la constitution de la FAO, offre d'abord une plateforme neutre au sein de laquelle tous les États membres peuvent se réunir, discuter des enjeux justement de la pêche sous toutes ses formes et essayer d'arriver à des recommandations pertinentes pour faire avancer
justement la promotion d'une pêche durable dans le bénéfice des populations. Plusieurs autres questions pourront aussi être examinées. Il s'agit des plans de gestion ou d'aménagement des pêcheries ou encore de la pêche INN. Le problème des pays africains, c'est peut-être un manque de moyens suffisants pour surveiller les côtes, mais c'est un problème qui ne date pas de maintenant et c'est un problème, un fléau mondial. Maintenant, en termes de précaution, en termes d'approche, il y a d'abord la stratégie. Parce que la FAO a développé ce qu'on appelle le plan d'action pour la pêche INN, contre la pêche INN, et chaque pays a développé au niveau national un plan national pour lutter contre la pêche INN, qui est à l'échelle nationale et qui implique toutes les structures impliquées dans la surveillance et dans le contrôle. Le Sénégal a validé son plan d'action. Maintenant, il y a des moyens qu'il faut mettre en œuvre et il faut aussi privilégier la coopération régionale, sous-régionale et même internationale. De nouveaux jalons pourront être posés au sortir de cette 21e session. Ils devront prendre en compte les attentes des pays côtiers et les exigences des consommateurs des produits halieutiques. L'Agence nationale de l'aquaculture, en collaboration avec le PAPEJ-F, accompagne les femmes et les jeunes de Koutal à Ndiafat dans la lutte contre la pauvreté. Les bassins de ferme aquacole ont été empoissonnés. La récolte est prévue dans un semestre avec un rendement de 5 tonnes attendu. C'est un reportage de Claire Diop. Face à la raréfaction de la ressource halieutique, l'aquaculture est de plus en plus présentée comme la seule alternative pour assurer la sécurité alimentaire. Cette ferme en bassin de Koutal fait partie des 7 fermes vitrines du PAPEJ réalisées par l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, au profit des femmes et des jeunes de Koutal dans la commune de Ndiafat à Kaolack. Au total, 16 bassins de 15 mètres cubes ont été construits. Nous avons acheminé des alevins depuis la station piscicole de Richard Toll. Nous avons empoissonné à ce stade 8 bassins, donc à raison de 1000 individus par bassin. Donc nous espérons avec cet empoissonnement une production de 5 tonnes au bout de 6 mois. Le message fort qu'on voudrait lancer à partir de cette expérience, c'est que l'aquaculture est faisable partout où l'eau existe. Même si ce n'est pas l'eau de mer, ça peut être l'eau souterraine, ça peut être l'eau de puits. Le PAPEJ, c'est un projet qui veut contribuer au développement économique du pays en favorisant l'émergence des micro, petites et moyennes entreprises à travers les chaînes de valeur agricoles et avicoles et aquacoles et des services. D'ici 6 mois, ces petits poissons atteindront le poids commercial de 250 à 300 grammes. Le secteur a un haut potentiel, notamment en matière de création d'emplois. Pour les initiateurs, la mission sera aussi d'encadrer les producteurs pour améliorer connaissances, investissements et résultats, et ces derniers apprécient. Hormis l'avantage économique, ça a un avantage sur l'alimentation. Parce que tout le monde sait que le poisson, c'est un aliment constructeur d'origine animale. Donc, constructeur, ça répare. Ce projet, comme vous le savez si bien, va contribuer au développement de la commune de Ndiafat et particulièrement au développement de Koutal, de par sa jeunesse et de par les femmes. Dans le long terme, il est prévu l'installation par l'ANA de 90 fermes aquacoles dans le cadre toujours du PAPEJ. Cela dans les 7 régions d'intervention, dont Kaolack et Fatick. Beaucoup sont les jeunes qui s'intéressent au secteur. De bons résultats sont attendus. Pour cette première année, la ferme de Koutal devrait produire 5 tonnes de poissons. Pour la deuxième année, 7,2 tonnes sont attendues. Avec la création de 20 emplois, cela devrait influer positivement sur les conditions de vie des populations locales. Dans la série sur l'horticulture, nous parlons du manioc irrigué, une nouvelle trouvaille pour les producteurs du Waalo. Avec une possibilité de 30 à 35 tonnes à l'hectare, le manioc est en train de concurrencer sérieusement la patate. Seulement, il faut encore un soutien de l'État pour décoller véritablement et se positionner sur le marché international. Maman Moussagna. Parmi les grandes cultures alimentaires de base du monde, le manioc est réputé pour sa capacité à produire des rendements raisonnables dans des zones où les précipitations sont faibles, même en l'absence de produits agrochimiques et autres intrants extérieurs.
Plus de 2000 hectares de manioc sont cultivés ici dans la zone du lac de Guerre avec des rendements de 30 à 35 tonnes à l'hectare. Le manioc devance la patate douce. Dans le Waalo, dans le village historique de Nder, précisément, le manioc irrigué est cultivé toute l'année, compte tenu de son importance croissante comme source de nourriture pour l'homme et les animaux et de matières premières pour les industries des aliments du bétail. Le manioc gagne du terrain. Et aujourd'hui, trouver un terrain où cultiver le manioc relève d'un véritable parcours du combattant. Il nous faut des terres non exploitées pour cultiver le manioc. Nous ne cessons de réclamer cela, mais en vain. Quelquefois, nous allons jusqu'à Ross-Béthio pour avoir de nouvelles terres à exploiter. Ses rendements, ses records, sa qualité, ses adhérents ont imposé la filière manioc autrefois prise en charge par celle de la patate douce, d'où son autonomie depuis quelques années. Filière patate, c'est la filière patate qui abritait le manioc. La SAED a décidé de l'ériger en filière quelques années après. Mais jusque-là, le manioc ne reçoit pas de soutien en engrais. Le manioc irrigué a besoin de financement et de matériel plus adéquat et plus adapté. Le manioc a trouvé preneur, mais son transfert vers la route nationale pose problème. Quelquefois, nous avons un problème de transfert de la récolte. Nous avons une voie d'accès, mais elle ne règle pas tous nos problèmes, car nous bougeons beaucoup. C'est dire que le potentiel du manioc ne sera pleinement réalisé que lorsque les contraintes s'exerçant sur la production seront atténuées grâce à des variétés supérieures et les producteurs de manioc auront accès à un matériel végétal à rendement élevé et exempt de maladies. Maman Moussagnan, la fraise fait partie de ces fruits rares produits au Sénégal qui enrichissent l'horticulture. Elle est cultivée depuis plus de 50 ans par quelques rares horticulteurs du fait de sa délicatesse. Pourtant, en haute saison, elle vaut de l'or. La filière rencontre tout de même des difficultés pour la conservation et la commercialisation. Fatou Sakho. D'octobre à juillet, la fraise implante bien ses racines en terre sénégalaise, bien que son milieu naturel soit les zones tempérées. Les horticulteurs importent pour la plupart la semence d'Espagne et de France. Si tu n'as pas suffisamment d'argent, pour acheter les semences, c'est cher. C'est cher. En général, si tu gardes les semences, ça meurt avant la fin de l'hivernage. Faire un champ, un petit champ, au minimum de 1000 pieds. 1000 pieds, ça te revient à 250 000. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Ici, on a en moyenne sur 100 kg par jour. Mais on est sur 1 hectare 87, avec 50 000 plants. Elle est un peu développée au Sénégal, mais on a un manque de terre et la technicité n'est pas bien développée au Sénégal. Très délicate, sa culture demande un sol particulier et un grand entretien. Rares sont ceux qui réussissent à l'apprivoiser. Il arrive d'avoir des pattes de plants tout au début de culture, parce qu'il y a la chaleur qui arrive. Les fraises aiment l'eau qui est l'eau douce. Il faut l'eau douce et le sable qui n'est pas salé. Pour avoir une bonne culture de fraises, il faudra au préalable laisser la terre pendant une année. Après l'année suivante, il faut remuer en mois de novembre. Pour l'entretenir, il faut toujours être présent, toujours présent. Toujours avoir les mains dans les fraises, ou bien il fait faire le système de paillage. On met du paille pour poser les graines là-dessus. Comme ça, il y aura moins de pertes. Sinon, on peut risquer de tout perdre. Comme nombre de produits horticoles, la conservation de la fraise est un véritable casse-tête. Sa durabilité est de 48 heures. Le fruit en tant que tel, que tu peux perdre, c'est quand le marché est inondé et que la production est là, sur place, tu vas perdre la production. Parce que c'est un produit périssable. Si tu ne récoltes pas 48 heures, tu vas le perdre. Comme nous on vend en gros, on récolte beaucoup. Maintenant on récolte 600 kg, 700 kg par jour, 800 kg par jour. Maintenant tu peux vendre tout par jour, mais il y aura des jours où tu ne peux pas vendre tout, mais tu risques de perdre parce que ça reste. Si ça reste,
le lendemain ça va gâter. Nous pouvons beaucoup d'aide pour garder les fraises et la transformation. La transformation a une plus-value meilleure que la vente à l'établi. Car la transformation d'1 kilo, tu peux avoir au maximum 5 litres de fraises. Et 5 litres de fraises vendus, ça peut te coûter le litre à 1500 jusqu'à 2000 le litre. Alors que le kilo varie tout au début de culture, tu peux vendre à 12 500. Mais en fin de culture, tu peux arriver jusqu'à 2000 francs. Riche en vitamine C, A, B12 et en furanéol, ses valeurs nutritives et son arôme font qu'elle est beaucoup utilisée dans l'industrie pharmaceutique et la pâtisserie. Effectivement, nous utilisons la fraise du Sénégal depuis 2 ou 3 années. C'est un très bon produit. Elle est de très bonne qualité, assez grosse. Et elle nous revient moins cher quand on l'achète au Sénégal. Elle est compétitive avec les fraises européennes. D'ailleurs, j'ai cru entendre que certains pays européens voudraient bien commencer à importer la fraise sénégalaise par rapport à son calibre, à son goût et à sa qualité. La production nationale est largement supérieure à la demande. Elle est destinée au marché local. Pourtant, ce fruit rouge très attirant n'est pas présent sur les étals. Sa commercialisation pose quelques difficultés. Il y a l'export qui arrive, qui bousille les rues de Dakar, qui imbibe les rues de Dakar avec de la fraise. Mais avec la production locale, on peut bien gérer l'espace de Dakar, la demande. La production locale suffit à la demande, aux besoins. Quelquefois, les femmes n'arrivent même pas à écouler toute la production. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas les fraises, qui n'emploient pas des fraises. C'est pour cela que les fraises, si c'est beaucoup, ça gâte. Au début, on va vendre le kilo à 6 000, 7 000. Mais s'il y en a beaucoup, chaque jour, le prix va baisser. Sinon, vous ne pouvez pas le vendre. À l'image des autres filières horticoles, la fraise souffre de problèmes liés à la conservation et la transformation. Pourtant, le Sénégal a un réel potentiel pour l'approvisionnement des marchés extérieurs. D'autant que notre saison est l'antipode de celle des zones naturelles de la fraise. L'horticulture est pour certains l'or vert de l'agriculture sénégalaise du fait des potentialités qu'elle recèle. Le sous-secteur contribue à la réduction de la facture des importations de certaines filières, ce qui constitue un impact dans la redistribution des richesses à hauteur de 90 milliards de francs CFA sur les filières porteuses et faisant rentrer des devises. La mangue est en tête avec une production de plus de 16 000 tonnes récoltées. Côté légumes, on dénombre 7 spéculations exportées suivant la réglementation en vigueur d'Ahaba. Le PSE vise à l'horizon 2017 157 000 tonnes qui impacterait pour 103 milliards 360 millions de rentrée de devises. Sur la voie de l'émergence, le sous-secteur de l'horticulture est à mi-chemin. De 2012 à nos jours, les exportations en légumes et fruits ont rapporté à l'économie nationale plus de 50 milliards de nos francs pour une production qui a doublé grâce au programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, avec des filières porteuses, la banane et la mangue. La mangue qui occupe le peloton de tête, qui est la première filière d'exportation au Sénégal, avec 16 937 tonnes exactement au cours de la campagne écoulée, pour un peu moins de 15 milliards de francs CFA. Et la mangue aussi, pourquoi? Parce qu'elle est très demandée sous la forme transformée maintenant. Il faut très régulièrement regarder la capacité d'absorption de ce marché-là pour voir en définitive s'il n'y aura pas d'excédent. Ou bien on va changer de destination, diversifier les destinations, ou bien alors on va arriver à un moment où on va aussi regarder sur cette mangue que nous faisons, qui est principalement la Kent, les autres variétés dont nous disposons au Sénégal et à Outrance. Donc il faudrait voir dans les prospections quelle mangue de quel terroir il faut pour quel pays. Dans le lot de fruits, la banane, elle arrive en deuxième position avec un coup d'essai l'année dernière, un conteneur de bananes biologiques vers l'Allemagne. Pour les légumes, on a en tête le melon, la pastèque, ensuite on a la tomate cerise qui est très recherchée, le maïs doux, le haricot vert et la courge. Mais là, toujours en termes de potentiel, une spéculation qui est pratiquement négligée, qui n'est connue que sous forme de légumes
chez les Sénégalais, qui est la patate douce. Les exportations, suivant le tableau de la DPE, ont suivi un rythme de progression de près de 60%, avec une moyenne annuelle sur la période 2012-2015 de 60 000 tonnes par an. Des avancées rendues possibles grâce à la capacité d'adaptation des exportateurs. Ils se sont adaptés à la réglementation évolutive d'un marché exigeant. On a commencé par maîtriser les LMR, les limites maximales des résidus de pesticides, pour